Salut à tous, c'est Dame le Malmouleux. Je vous propose cette petite vidéo dans le cadre de ma participation au tournoi Orge of Sigmar qui aura lieu ce dimanche, le 27 juin, à Saint-Michel-sur-Orge. C'est dans le 91, juste en dessous de Paris. Alors cette vidéo, elle fait directement écho à celle de Marduk, de Papa Wargamer, qui a également effectué une vidéo de ce type-là suite à sa participation au Dice Challenge de la semaine dernière. J'ai trouvé sa vidéo super cool et donc ça m'a super motivé pour faire un petit peu la même chose tout simplement. En espérant que cette vidéo ne le dérange pas. Voilà, donc c'est vraiment lui qui m'a motivé à faire ça. Du coup, voilà. Alors, au niveau de ma participation et de mon état d'esprit par rapport au tournoi, déjà, je suis super content de pouvoir enfin repartir sur un tournoi Age of Sigmar, puisque ça fait maintenant quasiment un an que je n'ai pas participé à un tournoi à cause de la pandémie, bien évidemment. Donc déjà super content de pouvoir recroiser du monde, reparticiper à un événement de ce type-là. D'autant plus que sur Saint-Michel et sur les personnes qui sont inscrites au tournoi, je ne connais pas grand monde, que ce soit la team Orga ou les participants, donc ça va me permettre un petit peu de faire connaissance, et puis de partager tout ça avec des personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Donc très 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 impatient à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à l'aspect un peu plus compétitif, je vais jouer une liste d'armées que je travaille depuis quelques semaines maintenant, depuis le début d'année en réalité, que je n'ai pas pu encore tester autour d'une table de jeu réelle, mais que j'ai pu tester un petit peu sur TTS. C'est une liste d'armées un petit peu atypique, sur une allégeance qui n'est pas très jouée, à savoir City of Sigmar, mais la cité vivante, donc la même que Marduk. Voilà, donc j'ai eu quelques résultats assez intéressants sur TTS, et je voulais tester tout ça dans le cadre d'un tournoi réel, entre guillemets. Donc, à voir ce que ça donnera. Et je vais vous présenter la liste d'armées un petit peu plus tard, ainsi que les différentes stratégies, son mode de fonctionnement. Voilà, je vais essayer d'être assez complet à ce niveau-là. Au niveau de cette vidéo, donc je vais garder un petit peu la même structure que Marduk, à savoir donc, une petite introduction qui vous présente l'événement. Ensuite, j'ajouterai quelques vidéos de l'événement en lui-même, donc la présentation de la salle, une petite séquence pré-bataille, une petite séquence post-bataille pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis une petite conclusion sur l'événement lui-même, sur ce qui s'est passé par rapport à mes parties et mes impressions en général. Voilà, donc je pense qu'on peut passer maintenant à la présentation de ma liste d'armées. Voilà, donc on va pouvoir passer à la présentation de ma liste d'armées. Donc je joue une armée des cités de Sigmar, et plus exactement la cité vivante. Donc en termes de fluff ou de lore, donc dans le jeu Age of Sigmar, les forces du chaos ont pris possession de l'ensemble des royaumes mortels durant l'âge du chaos, et Sigmar a lancé une contre-attaque avec notamment ces Stormcast Eternal, donc les éternels de l'orage, pour reprendre du terrain. Et suite à cette reconquête, il a édifié des cités, donc les fameuses cités de Sigmar. Et là, on est sur la cité vivante qui a été édifiée en collaboration donc, avec la déesse de la vie Alarielle, on voit ici, et qui va permettre de jouer une alliance entre les peuples libres, donc les humains, les elfes, les nains,
ainsi que les Stormcast et les Sylvanettes. Donc d'un point de vue un peu technique, ce qui est super cool avec cette allégeance, c'est qu'elle permet de construire des listes très variées et très nombreuses. Puisque le Battle Tome Cité de Sigmar est déjà très dense, il y a énormément de War Scroll, donc d'humains, de magiciens, d'elfes ou de nains, et quand vous mélangez ça aux entrées Stormcast qui sont également très nombreuses et aux Sylvanettes, ça vous permet réellement de vous faire plaisir sur de la construction de listes. Et si comme moi vous êtes quelqu'un qui adore vous casser la tête pour aller chercher une liste d'armées originale et compétitive à la fois, c'est réellement une allégeance qui permet d'effectuer ça. Alors parlons de cette armée et de cette allégeance. Je vais rapidement vous présenter les différentes aptitudes, uniquement celles qui concernent mon armée, parce qu'il y en a quand même beaucoup. La première, c'est sorcellerie amplifiée, ça va permettre à mes magiciens de lancer mes sorts prédateurs, mes sorts persistants, à leur plein potentiel, donc notamment le Lochon qui est ici, qui est toujours en cours de peinture, qui pourra se déplacer à 18 pas au lieu de 12. Ça va permettre également de sélectionner en plus du général un adjudant, donc le général sera le prince nomade qui se trouve ici, et son adjudant sera le battle mage de Ish qui se trouve ici. Si cet adjudant est à proximité du général en début de phase de héros, je vais pouvoir générer des points de commandement supplémentaires sur un 4+. C'est toujours intéressant. Et la dernière aptitude générique des cités, c'est la garde d'honneur, ou les fidèles boucliers, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Je vais choisir une unité, ça sera l'unité d'archer qui se trouve ici, et ce seront les gardes du corps de mon général. Donc si mon général est blessé, je vais pouvoir transférer des blessures sur cette unité, ce qui est toujours assez confortable. Maintenant, si on s'intéresse à la cité vivante en elle-même, la première chose, c'est que toutes mes unités vont pouvoir se soigner en début de phase de héros. Donc ça incite à jouer des unités multi-PV, donc bon, évidemment à l'Ariel, les unités qu'elle pourra invoquer, que ce soit les Kurnoth, un Trilord, le Magicien, les Etherwing, voilà, toutes ces unités pourront se soigner d'une blessure en début de phase de héros. C'est fluff, c'est super, bon, une seule, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres possibilités de soins dans cette liste d'armée qui est vraiment orientée, entre autres, sur le soin. Deuxième capacité, les unités de la cité vivante sont des maîtres en embuscade. Je vais pouvoir déployer grosso modo la moitié de mon armée en réserve plutôt que sur le champ de bataille et les faire apparaître tour 1, 2 ou 3 sur des bords du champ de bataille, intégralement à 6 pas des bords, à 9 pas de l'ennemi, ce qui permet réellement d'encercler l'adversaire, de l'attaquer à la fois de front, mais aussi de flanc ou voire même de dos s'il s'avance. C'est super cool en termes de gameplay. C'est vraiment super intéressant. Je développerai ce point un petit peu plus tard. Aptitude suivante, vous allez pouvoir utiliser une aptitude de commandement. Cette aptitude s'appelle frapper et disparaissez. Elle est extrêmement importante dans ma liste d'armées. Elle permet à la fin de la phase de tir d'effectuer un mouvement normal avec une unité qui a tiré ce tour-ci. Alors, en termes de fluff, on imagine parfaitement l'unité d'archer qui tire et qui part se planquer dans une forêt. C'est très rarement utilisé comme ça dans les faits, l'utilisation est plutôt offensive, et elle permet en réalité à une unité de tirer, puis d'avancer à nouveau pour se rapprocher de son adversaire. Donc ça va être super intéressant, notamment avec Alariel, avec le Trilord que je vais pouvoir éventuellement invoquer. Ça sera également possible avec des Kurnoth Hunter archers, même si c'est très rare. Et ça va être intéressant, pourquoi pas, avec des Sisters qui vont pouvoir se replacer grâce à cette aptitude, puisque, vous l'avez deviné, elles apparaîtront sur un bord de table, et elles seront ensuite assez excentrées. Donc pour pouvoir les replacer, c'est assez intéressant.
Au niveau de la liste en elle-même, je vais jouer un prince nomade, qui sera le général de mon armée. Ce prince nomade va pouvoir dans un premier temps débloquer des unités en battle line, notamment les sisters qui sont ici, ou les gardes éternels. Ce sont des battle line assez efficaces. Souvent on parle de battle line tax. Là ce n'est pas trop le cas, on est quand même sur des unités qui sont plutôt élitistes. Donc je n'ai pas trop de tax battle line. Ce prince nomade, j'ai fait de lui un druide. Il va pouvoir lancer le sort poussée de vie, comme s'il était un sorcier, et ça permet de soigner une unité de D6 dégâts. Ensuite, au niveau de mes héros, je vais avoir un battle mage de Ish, dont le sort signature est très intéressant. Je vais cibler une unité amie, l'adversaire aura -1 pour toucher cette unité. L'idée va être de protéger Alarielle en mettant un malus de -1 au jet de touche à l'adversaire. Son deuxième sort, ça va être peau de chaîne de fer. C'est quasiment le même sort, ça met un malus de -1 au jet de blessure sur une unité amie. Et à côté de ça, la déesse de la vie elle-même, Alarielle. Alors à savoir que le tournoi se joue en V2, mais qu'on peut utiliser l'ensemble des suppléments, y compris les Broken Realm, et notamment le Broken Realm Kragnos, à l'intérieur duquel Alarielle a été réécrite. C'est donc la nouvelle Alarielle que je vais pouvoir jouer. Sauf que maintenant elle se soigne très facilement, 2 d6 blessures par tour, elle peut se désengager et quand même tirer ou charger. Au niveau de ses attaques, sa monture fait toujours aussi mal. Son attaque de griffe permet de one-shot n'importe quelle unité, donc les gros monstres adverses, je pense, vont un petit peu réfléchir avant d'engager au corps à corps. Elle peut toujours invoquer soit un Trilord, soit des Curnots, soit des Dryades. Là, je vais voyager léger, donc j'aurai dans ma besace 3 Curnots avec faux, 3 Curnots avec arc et un Trilord. Et je lui ai donné donc le même sort bonus, le pot de chaîne de fer, qu'elle se lancera normalement sur elle-même dès le tour 1 pour se protéger. A noter aussi que désormais, elle peut lancer tous les sorts du domaine des Sylvanettes, y compris en cité vivante, ce qui va me permettre, avec un trône de Vin par exemple, de fiabiliser mes phases de magie. Voilà, c'est super intéressant. Le reste de mon armée sera composé de 3 Aetherwing, une unité issue du Battletome Stormcast. Ils sont là pour prendre la table, aller chercher des objectifs avec un mouvement de 12. C'est une unité à 40 points. L'adversaire peut pas trop les ignorer puisqu'on reste sur un jeu à prise d'objectif. Ça va malgré tout l'embêter de gaspiller des attaques sur 3 piafs. Donc c'est plutôt cool. Un pack de 20 et un pack de 10 sisters. Alors, petit focus sur cette unité. C'est une grosse unité de tir. Portée 18 pas, 2 tirs si elles ne se sont pas déplacées. Touche sur du 3, blessure du 3. Les 6 naturels à la blesse font une blessure mortelle en addition. C'est très embêtant pour l'adversaire. Combiné à la règle d'embuscade, ça va vraiment me permettre d'arriver sur un bord de table, d'envoyer la sauce soit sur des cordons, soit sur des grosses unités qui seraient à portée, puis ensuite d'effectuer un deuxième déplacement avec par exemple le Trilord ou Alarielle pour avancer à la place de ce cordon qui en théorie n'existera plus. Donc ça permet réellement d'avoir une liste de type alpha très offensive qui va gérer très facilement les cordons avec les sisters et qui va permettre, grâce au double mouvement, d'être dans le cœur de l'armée adverse très facilement, très rapidement dès le tour 1. Alarielle se déplace de 16 pas,
J'ai ici une Hive Sylvanette qui permet de lui donner plus 3 de mouvement, donc 19 pas, multiplié par 2, un bonus de plus 3 au jet de charge. Bon. Voilà, donc je peux me déplacer très 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 facilement et très 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 rapidement sur la table. Voilà, elle peut en plus se désengager, étirer ou charger le même tour. Bon, c'est clairement une belle liste alpha qui permet d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut dès le tour 1. Ensuite, je vais avoir 10 tri revenants. 10 tri revenants qui peuvent se téléporter à chaque tour. Leur but, ça va être d'aller chercher des objectifs qui sont délaissés par l'adversaire. Ça va être d'aller chercher des petits héros sur un rôle plus d'assassinat. Voilà, ils sont très fragiles, mais ils peuvent rapporter beaucoup de points, de victoires, donc je compte vraiment sur eux. Voilà pour les unités. J'ai ici un petit arbre de forêt sauvage. Pourquoi? Parce que l'Ariel connaît un sort qui permet d'en créer un si jamais je détruis une unité avec son sort. Voilà, que dire de plus? Mon Battle Mage possède un artefact qui est le corps du Wardrot, qui, une fois par bataille, va donner plus une attaque à tous mes Sylvanettes. Donc on pense tout de suite à l'Ariel, qui va gagner une attaque de griffe et une attaque de mandibule. On peut penser au Trilord qui va gagner une attaque de ronce et une attaque également de griffe. On va penser aux Tri-Revenants qui vont passer à 3 attaques pièces. On peut penser aux Cure-Notes si je décide de les invoquer, qui sont des grosses unités de corps à corps. Voilà pour cette liste d'armées. A noter que je suis en 1940 points, ce qui m'assure quasiment l'obtention d'un triomphe. Je suis en 8 ou 9 pauses, je ne sais pas, donc je vais rarement avoir le choix de débuter ou non. Mais cette liste permet de débuter sereinement, vous l'aurez compris, avec une mobilité très importante, ou bien de laisser l'adversaire débuter, puisque mes unités les plus létales seront soit en réserve, soit pas encore invoquées. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de choix stratégiques à ce niveau-là, et même si c'est l'adversaire qui a le choix, je serai normalement assez peu impacté. Voilà pour la liste d'armées, donc ça a été un petit peu long, je suis désolé. Si vous avez des questions sur la liste en elle-même, son fonctionnement, ou si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je pourrai revenir dessus par la suite. Petit tour du propriétaire, donc le tournoi qui était initialement prévu à Saint-Michel-sur-Orge a été délocalisé au dernier moment à Évry, suite à un petit problème de planification de la part de la mairie de Saint-Michel. Donc voilà la salle, on était franchement bien. Là, ils avaient installé une petite buvette sur la gauche en libre service, donc c'était super cool. La salle était spacieuse, les tables étaient correctement fournies en décor avec des décors de qualité, dont une certaine partie avait été fournie par Jim du Dice Challenge d'ailleurs, qui participait à ce tournoi. Et voilà la deuxième salle, donc bon, impeccable, on était super bien installé. Alors sur la première partie du tournoi, je rencontre l'armée Skaven de Grob. On va jouer sur le scénario La mère de toutes les vertus, qui est un scénario très particulier, et on est sur le royaume de Ghyran. Alors, royaume de Ghyran n'aura pas eu d'impact particulier sur la partie, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Juste à noter que Grob avait dans sa liste un Life Swarm, le Endless qui est boosté sur le royaume de Ghyran, mais ça n'aura pas eu beaucoup d'impact non plus. La mère de toutes les vertus, c'est un scénario très particulier. Il y a 6 objectifs sur table, 3 dans chaque camp. La spécificité du scénario, c'est que les règles classiques de prise d'objectifs ne fonctionnent pas,
Et pour pouvoir prendre un objectif, il faut finir un mouvement avec une unité battle line sur l'objectif, sachant que ce sont des objectifs de 3 pas et non pas de 6 pas. On ne marque pas de points quand on contrôle l'objectif tant qu'on ne le détruit pas. On peut détruire un objectif qu'on contrôle à la fin de notre tour seulement. Et on va marquer à ce moment-là seulement un nombre de points qui va dépendre de la durée pendant laquelle on a contrôlé l'objectif avec notre battle line. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si notre unité est détruite par l'adversaire avant qu'on ait nous-mêmes détruit l'objectif pour scorer des points, toutes les ressources en temps investies sur l'objectif sont totalement perdues. Donc c'est un scénario qui est très difficile à appréhender. De mon côté, j'ai 3 unités battle line, donc les 10 gardes éternels, les 10 sisters et les 20 sisters. Et en face, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de rats des clans. Je vais vous présenter sa liste assez rapidement. Mais en ce qui me concerne, la difficulté que j'avais par rapport à mon plan de jeu, c'est que la seule unité capable de scorer des points en fin de cours, ce sont les 10 gardes éternels, qui ne sont pas très nombreux, et mes sisters sont utilisés pour faire autre chose. Donc je vais partir sur une stratégie très offensive qui va consister à détruire l'ensemble des battle lines de l'adversaire le plus rapidement possible, si possible d'ici la fin du tour 2, pour tout simplement l'empêcher de scorer, puisqu'on ne peut détruire les objectifs qu'à partir du tour 2 sur ce scénario. Au niveau de la liste de Grog, il jouait un Vermin Lord Warp Seer, 2 bombardiers, 40 rats des clans, 40 rats des clans une deuxième fois, 20 rats des clans, 3 Stormfiends, 2 canons, 2 Ratlings si je ne me trompe pas, et un lance-flamme donc qui était planqué dans les rats des clans. Et le sort persistant, donc le Life Swarm, qui lui permettait de soigner ou de faire revenir des figurines dans ses unités. Donc au niveau du déploiement, de mon côté, j'ai mis mes 3 Aetherwings complètement sur la gauche pour bloquer l'accès au Gno Hall. Complètement sur ma droite, j'ai mis mes 10 gardes éternels pour prendre dès le tour 1 cet objectif, en espérant le conserver le plus longtemps possible. Juste derrière, mon Battle Mage de Ish en soutien, et également l'idée c'était de l'avancer pour aller ensuite lancer un lochon, puisque mes sisters j'avais décidé que mes sisters arriveraient sur la colline sur la droite, donc pour pouvoir les déplacer par la suite. Et dans l'axe, hors de portée de ces 2 canons, à l'Ariel et les 10 tris revenants, prêts à se téléporter. De son côté, de ma gauche à ma droite, il avait posé 40 rats des clans sur un objectif avec juste derrière un bombardier. À côté, un canon. Dans l'axe, 20 rats des clans avec le Vermin Lord. Juste derrière le Gnoll, on aperçoit les 3 Stormfiends. Puis à nouveau un canon, un bombardier, 40 rats des clans. Et on peut voir là sur le bord de la table ces 3 armements qui ne sont pas déployés sur la table, mais qui étaient planqués dans les unités, et donc il peut les faire apparaître un peu plus tard. Au niveau du triomphe, j'ai récupéré la relance des jets de blessures. Et mon adversaire avait moins de pause que moi, et il décide de me laisser le tour 1. Certainement dans l'espoir de récupérer un double tour à un moment donné. Du coup, phase de héros de mon tour 1. Je vais d'abord commencer par essayer de lancer un trône de vigne qui est dissipé par mon adversaire, puis une protection de Fa que je rate parce que je fais 4, puis je lance la Hive Sylvanette que je rate aussi puisque je fais 6, et une peau de chaîne de fer qui passe sur Alariel, et ensuite j'utilise le corps du Wardrot avec mon Battle Mage pour donner plus une attaque à tous mes Sylvanettes.
En phase de mouvement, je téléporte mes revenants complètement sur la gauche pour aller agresser ces rats des clans. J'avance à l'Ariel, plein axe. J'avance mon Battle Mage sur le côté. En fin de phase de mouvement, je vais faire venir le Trilord pour venir agresser ces rats des clans dans l'axe. Et je fais venir complètement sur ma droite mes 30 Sisters et mon Prince Nomade dans le but d'exterminer ces 40 rats des clans qui sont sur la gauche. Sur sa gauche, donc sur ma droite. Donc là, le plan, c'est de vraiment avoiner avec les Sisters sur le flanc droit, le Trilord dans l'axe, les Tri revenants et à l'Ariel complètement sur la gauche, là, sur les rats des clans, pour le prendre à la gorge le plus rapidement possible. En phase de tir, mes 20 Sisters vont faire 15 blessures sur ces rats des clans, dont 4 blessures mortelles. Mes 10 Sisters vont faire 6 blessures sur les rats des clans, dont une blessure mortelle. Donc seulement 21 morts, c'est assez faible pour les Sisters, mais bon, je prends bien évidemment. Le Trilord plein axe va ne faire qu'une seule petite blessure au tir sur les rats des clans. Donc c'était assez décevant. Alariel va tirer sur les rats des clans qui sont en plein axe, mais elle rate. En fin de phase de tir, j'avance le Trilord et Alariel en dépensant 2 points de commandement. En phase de charge, le Trilord rentre dans les rats des clans, Alariel rentre dans les rats des clans qui sont sur la gauche, les Tri revenants réussissent une charge en faisant un joli 10, et je tente une charge avec mes 10 archers pour avancer, mais je la rate. J'ai complètement zappé de faire mes dégâts d'impact avec Alariel, tant pis, c'est pas grave. En phase de combat, Alariel... Non, d'abord j'active mes Tri revenants sur les rats des clans, je sais plus combien je fais de morts. Attendez... Je fais 12 dégâts. 12 dégâts sur les rats des clans sur ma gauche, donc c'est plutôt cool. Quand il active, il enlève son bombardier du combat. Mon Trilord fait seulement 6 dégâts, plein axe. Les rats sur le Trilord ne font rien du tout. Alariel va utiliser son triomphe sur les rats des clans et faire 10 dégâts. Et les rats des clans en retour vont faire 1 dégât sur Alariel. En phase de déroute, il utilise un point de commandement avec son Vermin Lord pour immune braverie en bulle, mais les rats des clans qui sont sur ma gauche ne sont malheureusement pas dans la bulle, et sur son test de déroute, bah, l'ensemble de son unité va s'enfuir. Donc un tour 1 intéressant, j'arrive à cleaner les 40 rats qui sont sur ma gauche. Par contre, le Trilord fait pas le taf clairement, et les archers sont en dessous des stats. Bon, c'est quand même plutôt bien engagé, il est un peu pris à la gorge, et c'est pas trop mal sur ce T1 malgré tout. À son tour 1, il essaye de lancer le Life Swarm mais il n'y arrive pas. Je dissipe 2 sorts, le bombardier qui est en face d'Alariel lance plus de... je sais plus comment, enfin vous avez compris, ça passe. Il replie ses rats en phase de mouvement, il va replier ses rats qui sont plein axe contre mon Trilord. Et il va téléporter ses Stormfiends en jouant un Super Mario du Gno Hall du centre vers le Gno Hall qui est sur sa gauche pour aller embêter un petit peu mes archers. Bon, après il replace un petit peu son Vermin Lord. Et il avance légèrement ses canons pour se préparer à sa phase de tir. Alors en phase de tir, il va activer d'abord le canon qui est sur ma gauche. Il le surcharge, il fait très très mal puisqu'il m'arrache tous les Tri revenants.
il s'auto-inflige uniquement 5 blessures mortelles quand même. Ensuite, il va surcharger le deuxième canon, puissance de 1, il m'arrache mon Trilord immédiatement. Et ensuite, avec la Ratling qui est sur son Stormfiend, il va pas me faire grand chose. Je crois que je sauvegarde pas mal de choses sur mes sisters. Son Verminlord fait un seul dégât sur mon Trilord plein axe. Il m'enlève 4 sisters exactement avec sa Ratling. En phase de charge, les Finns tentent une charge sur les sisters, mais il rate sa charge à 9. Et en phase de déroute, je protège mes sisters. Je récupère l'initiative du tour 2, ça c'est super cool. Il me dissipe mon trône de vigne. Je rate le Métamorphosis avec Alarielle. Je rate la peau de chaîne de fer avec Alarielle. Je rate le Lochon avec mon Battle Mage. En mouvement, je rapproche Alarielle du centre dans le but de détruire les rats des clans restants. Mais en phase de tir, elle rate une nouvelle fois son 2+ à la lance. Par contre, les sisters vont faire un petit peu le ménage sur les rats des clans, ce qui détruit complètement l'unité qui était sur ma droite. En phase de charge, Alarielle charge les rats des clans, mais rate son impact à 2+. Et ne va réaliser en phase de combat que 10 dégâts. Il reste donc, je crois, quelque chose comme 2 ou 3 rats des clans en plein axe. Et là, je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu, puisque si je détruisais cette unité, c'était victoire. Victoire tour 2, puisque j'avais juste à scorer un point avec mes gardes éternelles pour gagner la partie, puisqu'il n'avait plus de battle line, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, et je vais devoir donc subir son tour 2 et potentiellement un double tour, donc là, compliqué pour moi. Tour 2 du coup des Skaven. Il lance son Life Swarm, il ramène 2 rats, je crois, de mémoire. En phase de héros, il booste notamment son bombardier qui est en phase d'Alarielle. En phase de mouvement, il avance son canon pour se rapprocher de mes lanciers, évidemment. En phase de tir, il va me faire très mal. Le canon se met en surcharge, il met 5 blessures mortelles à Alarielle, alors qu'il avait fait seulement 6 sur sa valeur. Donc bon, voilà. Le Verminlord va rajouter 1 dégât sur Alarielle. Le bombardier ne blesse pas Alarielle, heureusement. Son deuxième canon, il se met en surcharge, il met 12 blessures mortelles dans mes lanciers qui sont complètement détruits avant d'avoir pouvoir scorer. Son bombardier explose parce qu'il l'avait mis en surcharge, heureusement. Les lance-flammes par contre des Finns ne vont faire que 3 blessures mortelles sur les sisters, et la Gatling 4 dégâts seulement. Donc voilà, ça me fait particulièrement mal. Il me reste plus que mes sisters là pour prendre des objectifs. Je sais que s'il a le double tour T3, c'est fini pour moi. Il charge avec ses Finns, mais je fais un tir de contre-charge avec mes sisters, j'en arrache... Non, j'en arrache pas un, je mets 6 points de vie sur un Stormfiend qui en a 7. Son Verminlord charge à l'Ariel, qui est déjà particulièrement blessé, et là par contre j'ai énormément de chance, il n'arrive pas à me la finir, elle doit être à 14 blessures sur 16 ou quelque chose comme ça. Donc ça c'était la bonne nouvelle. J'en profite pour activer mes sisters qui arrachent le dernier point de vie du Stormfiend. Il lui en reste 2 qui l'activent, mais il fait pas grand chose sur mes sisters. Mon prince nomade arrache 6 points de vie à un Stormfiend, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Voilà, donc son tour 2 m'aura fait très mal, mais mes sisters sont toujours là, et si j'ai l'initiative T3, c'est cool pour moi. Donc T3 justement, je garde l'initiative, je le prends, le tour 3. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle, bon, clairement je gagne là-dessus. Tour 3, je soigne à l'Ariel, je lance une métamorphosis sur les derniers rats des clans qui sont plein centre, donc je détruis l'unité, donc il n'a plus de battle line pour prendre les points. En phase de mouvement,
Je désengage les 10 sisters qui étaient avec le Stormfiend. Je vais chercher l'objectif que je vais détruire en fin de tour pour marquer un point. Donc voilà, d'un commun accord, on arrête la partie là-dessus puisque de toute façon il ne peut pas revenir. C'est une victoire sur cette première partie qui m'aura permis quand même de bien dérouler mon plan de jeu, même si mon tour 1 a été un petit peu en demi-teinte, notamment avec le Trilord dans l'axe. Tour 2, je dois breaker mais j'y arrive pas. Et donc je me mets bien en danger, sur son tour 2 et potentiellement une double initiative de sa part qui m'aurait clairement fait perdre. Mais bon voilà, première partie plutôt intéressante et je m'en tire bien malgré un début de partie un peu mou. Deuxième partie du tournoi, je rencontre l'armée de cornes de Pyrodactyle. On joue sur le scénario Le Fil de l'Épée au sein du royaume de Hysh. Le royaume de Hysh, alors pour être totalement franc avec vous, on a quasiment complètement tout zappé. Notamment l'effet sur les décors qui permet d'annuler les blessures sur des 6, on ne l'a pas fait une seule fois. Et maintenant que je revois cette partie, je le regrette un peu puisque ça m'aurait quand même bien aidé. L'aptitude de Co n'était de toute façon pas utilisable, le sort n'a jamais été lancé. Néanmoins, mon Battle Mage de Hysh a +1 à ses jets de lancement sur le royaume de Hysh, ça je ne l'ai pas oublié étrangement. Tout ça pour dire que le royaume de Hysh n'a pas eu grande importance. Le scénario Le Fil de l'Épée est un scénario qui est un grand classique de cette V2. On a 6 objectifs, 3 dans chaque camp, mais qui se retrouvent au niveau de la ligne médiane. Des objectifs qui sont très rapprochés du centre de table. Chaque objectif rapporte un point de victoire. Et la particularité, c'est que à chaque jet d'initiative, le joueur qui jouera en second sur le prochain tour va avoir la possibilité de détruire l'un des 6 objectifs. C'est un scénario qui permet de scorer énormément de points en début de game et qui, à contrario, ne permet pas de scorer beaucoup en late game puisque il y a de moins en moins d'objectifs. Donc très souvent, on voit un joueur qui prend la table en début de tour et son adversaire qui va tenter de remonter petit à petit la pente jusqu'au tour 5. Alors, j'ai la chance de tomber contre Pyrodactyle sur ce scénario. Il a une armée particulièrement peu mobile, avec l'impossibilité d'aller chercher ou de dépasser la ligne médiane au T1, mis à part avec ses 2 buveurs de sang, donc assez naturellement je me doute qu'il va blesser le T1. Donc ça va être à moi de lui mettre la pression et à lui de remonter a priori. Donc du coup, la stratégie globale que je vais adopter sur ce scénario, ça va être de casser ses flancs le plus rapidement possible et de créer une sorte de bouchon dans l'axe pour l'empêcher d'avancer, ce qui va me permettre de gagner du temps et de créer un écart au point tour 1, tour 2 important, puis dans l'espoir ensuite qu'il n'ait pas les ressources nécessaires pour pouvoir remonter. Au niveau de la liste de Pyrodactyle, il joue 2 buveurs de sang de rage, ce sont ceux qui infligent des blessures mortelles en bulle lorsqu'il fait des 6 sur ses jets de blessures. Un Blood Sécrateur pour booster les attaques de tout le monde et embêter mes sorciers. 2 prêtres, un avec Killing Frenzy, un avec le sacrifice de sang. 2 fois 20 sanguinaires, 2 fois 10 sanguinaires et 2 fois 5 chiens de corne. Le tout dans un bataillon, le Blood Host, qui lui permettait de relancer ses jets de charge. Il
il a un point de commandement qu'il a acheté et il joue également les Exgorger Schools, donc ce sont les prières avec les crânes qui pleurent des larmes de sang, qui sont là également pour embêter mes sorciers. Il joue en 1990 points. Au niveau des déploiements, alors c'est pas très clair là, puisque il y a beaucoup d'unités qui sont cachées par des pitons rocheux. De mon côté, complètement sur la gauche, j'ai déployé mon Battle Mage de Ish, donc loin de ses prêtres et loin de son décor. À côté, j'ai Alarielle, juste derrière Alarielle, les Tri-Revenants. Dans l'axe, juste derrière le Python rocheux, j'ai mes 10 gardes éternels qui vont essayer de tenir un petit peu le centre. Et sur mon flanc droit, juste derrière l'objectif, là derrière le Python rocheux également, 3 Etherwings qui vont essayer d'attirer l'adversaire le plus longtemps possible sur ce côté de la table. De son côté, complètement à sa droite derrière la montagne, il a mis 5 chiens de corne et 20 sanguinaires. Encore 20 sanguinaires derrière la montagne, là juste derrière le gros buveur de sang. Ces 2 buveurs de sang sont côte à côte dans l'axe, avec derrière eux le Blood Secretor, les 2 prêtres juste à côté. Ensuite, de mémoire, il avait 10 sanguinaires à côté du cactus, et complètement sur sa gauche, 5 chiens de corne. Au niveau du triomphe, je tire la relance des jets de sauvegarde, et Pyrodactyle décide de me laisser le tour 1, encore une fois parce qu'il ne peut pas dépasser la ligne médiane, et mis à part avec ses buveurs qu'il ne veut évidemment absolument pas exposer. Donc voilà, il me laisse le tour 1 dans l'espoir d'obtenir rapidement un double tour. Alors, phase de héros, je lance un trône de vigne à 10 mais qui est malheureusement dissipé. La protection de Fa et la peau de chêne de fer passent sur Alarielle, donc moins 1 touché blesse, c'est plutôt confortable. J'arrive à lancer la hive. Je sonne dans le corps du Wardrot pour donner plus une attaque à tous mes Sylvanettes. Et en fin de phase de héros, j'active ma hive pour donner plus 3 move et charge à Alarielle et au Tri-Revenant. Donc bonne phase de héros. En phase de mouvement, j'ai quand même quelques hésitations sur le plan de jeu à adopter au niveau de mon attaque. Mais voilà, je vais décider de téléporter l'ensemble de mes Tri-Revenants sur la droite pour me débarrasser de ces chiens de corne. J'avance légèrement les Etherwings sur l'objectif de manière à ne pas lui fournir un tremplin de charge. Mon Battle Mage de Ish sur la gauche avance. Mes gardes éternels prennent le centre avec le même souci de ne pas lui fournir un tremplin au niveau de la charge. Et j'avance à l'Ariel de 19 pas, donc j'arrive à 8 pas de son buveur de sang. L'objectif, ça va être de lui one-shot l'un des 2 buveurs de sang, sans engager le second. Dans ce but, je sors 3 Cure Notes archers, donc pour créer ce fameux mur défensif, l'empêcher d'avancer, et pouvoir entamer le buveur de sang au tir. Complètement sur ma gauche, je sors mes 30 Sisters et mon Prince Nomade, dans le but de nettoyer l'ensemble de son flanc droit, donc 5 chiens de corne et 20 sanguinaires. En phase de tir, j'utilise un point de co avec le prince pour donner plus 1 jet de touche à tous mes archers. J'active mes 20 sisters sur ces chiens et sur ces sanguinaires. Je répartis, je fais 6 blessures sur les chiens et 13 blessures sur les sanguinaires. Ensuite, j'active les 10 sisters sur les sanguinaires, je fais 15 blessures, ce qui nettoie le pack de sanguinaires. Ensuite, j'active Alarielle qui finit les 2 chiens restants, donc son flanc droit est totalement nettoyé. Puis j'active les 3 Cure Notes sur le buveur, mais je ne fais que 3 dégâts, ce qui est assez décevant. Mais je me dis qu'entre la charge d'Alarielle, l'impact des blessures mortelles et son activation, je devrais normalement
m'occuper des 11 points de vie restants. En phase de charge, je réussis ma charge avec Alarielle, mais je ne fais aucun dégât d'impact sur le buveur de sang puisque je fais 1 OD et je fais une ou deux blessures mortelles sur les sanguines. Mes revenants font une belle charge sur le flanc droit. Et en phase de combat, j'utilise un point de co avec Alarielle pour relancer mes jets de touche de 1 pour vraiment assurer le coup. Je l'active, mais je ne fais que 10 dégâts, il n'y a que 2 dés sur 5 qui passent. Et je laisse le buveur de sang à 1 point de vie. Ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que je sais que sur sa riposte il va me faire très mal. Il active justement son buveur de sang, plutôt que ses chiens, d'ailleurs j'ai pas bien compris pourquoi. Je lance mon triomphe de relance de jet de sauvegarde que je m'étais réservé pour le tour suivant, et malgré tout, le buveur de sang va infliger 7 blessures à Alarielle. Ce qui me fait très mal, là je sais que... J'avais vraiment prévu un plan de jeu avec une possibilité de survie à son tour 1 pour Alarielle, mais ça ne passera pas. C'est une évidence. Il utilise un point de co pour réactiver son buveur de sang une deuxième fois, mais il ne me fait pas de dégâts, heureusement. J'active ensuite les revenants sur la droite et j'inflige 8 dégâts aux chiens, donc ça c'est intéressant. Les chiens en réponse vont faire 1 dégât sur les revenants. Et ensuite il active les 20 sanguinaires devant Alarielle, il en met 4 au contact, il inflige 3 blessures mortelles. Donc Alarielle est blessé à 11 points de vie sur 16. C'est dur parce que je pensais vraiment one-shot son buveur de sang. Et du coup, je suis assez gravement blessé avec Alarielle. Phase de déroute, tout est ok pour tout le monde. Et donc, je prends le contrôle de 4 objectifs. On est à 4-0 à la fin du tour 1. Tour 1, Korn, il lance ses crânes sur la table. Il donne +1 au jet de touche avec son prêtre à son buveur de sang. +1 au jet de sauvegarde à son buveur de sang également avec son second prêtre. Il inflige 4 blessures mortelles sur Alarielle grâce à une prière également. En phase de mouvement, il avance son deuxième buveur, il recentre un petit peu ses héros, il met ses sanguinaires sur son flanc gauche sur l'objectif. En phase de tir, le chien ne fait rien. En phase de charge, son buveur va venir impacter mes 3 cure-notes. En phase de combat, son buveur de sang attaque les cure-notes. Il réussit à faire un 6 sur les jets de blessures, donc il inflige 4 blessures mortelles en bulle. Alarielle meurt comme ça. Et ensuite il réactive une deuxième fois son buveur de sang et il détruit complètement mes cure-notes. Il nettoie le centre. Donc il prend possession de 2 objectifs. Au jet d'initiative, je récupère le tour 1, il décide de détruire l'objectif qui était en face de moi sous mes gardes éternelles. À ma phase de héros, je rate le lochon, donc je ne peux pas recentrer mes sisters malheureusement. Je téléporte mes traits revenants pour former un mur défensif, empêcher l'avancée des sanguinaires. Vraiment, mon objectif c'est de le laisser dans son camp. Là, je vais essayer de sauver les meubles en faisant du refus d'objectif. J'avance mes gardes éternels pour mettre la pression sur son objectif central, voilà, l'empêcher d'exploser un petit peu avec ses buveurs de sang sur les côtés, pour gagner du temps. J'avance mes sisters sur l'objectif en faisant une course. Je pourrais pas tirer, de toute façon j'étais pas à portée de tir. Voilà, donc fin de la phase de mouvement là-dessus. Il n'y a pas de phase de tir, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de combat, donc je vais marquer à nouveau 4 points. Et donc on est à 8-2 à la fin de mon tour 2. Tour 2 de Korn, en phase de héros, il redonne +1 au jet de touche et +1 à ses sauvegardes d'armure à son buveur de sang qui est full life. Il y a un de ses prêtres qui prend 2 blessures mortelles suite à un jet de 1. En phase de mouvement, il avance ses 2 unités de sanguinaires en direction de mes traits revenants. Il avance globalement ses héros sur l'objectif central. Son buveur de sang vient se placer entre les lanciers et les tris revenants.
Et son pack de 20 sanguinaires vient prendre également le centre. Il est bien gêné par cette montagne qui est sur le côté, il ne peut pas aller chercher l'objectif qui est sur sa droite. En phase de charge, ces 2 packs de 10 sanguinaires viennent impacter mes tri revenants. Le buveur de sang va charger les lanciers. Également le buveur de sang à qui il ne reste plus qu'un seul point de vie. En phase de combat, il active en premier lieu son buveur qui est full life, il met 8 dégâts sur mes lanciers. Il utilise un point de commandement pour l'activer une seconde fois immédiatement. Et il termine mon unité de lancier, donc c'est mission accomplie pour eux. Il a attiré l'ennemi, j'ai gagné du temps, il ne pouvait servir plus qu'à ça. De mon côté, les tri revenants vont infliger une blessure sur son unité de gauche et 5 blessures sur son unité de droite. Et quand il active de son côté les sanguinaires, il m'inflige d'abord que 1 dégât, puis 10 dégâts avec sa deuxième unité. Mais il n'aura pas pu avancer sur l'objectif, donc pareil, mission accomplie pour les tri revenants. Au niveau du jet d'initiative, il récupère le double tour, il décide de le prendre, et donc je détruis l'objectif qui se trouve sous ses sanguinaires complètement à ma droite. En phase de héros, il relance les crânes, il donne +1 toucher sauvegarde à son buveur. En phase de mouvement, il va avancer les sanguinaires vers les Etherwings. Les héros se placent au centre de l'objectif pour éviter un vol d'objectif sur une téléportation, sur un lochon notamment. Il avance ses buveurs en direction de mes sisters et il fait courir ses sanguinaires pour assurer une prise d'objectif complètement sur sa droite. En phase de charge, le buveur full life a besoin d'un 11 mais il rate sa charge, il fait 10 de mémoire. Et le buveur qui est blessé a besoin d'un 10 qu'il réussit. Mais voilà, je fais le tir de contre-charge qu'il avait apparemment oublié et j'en profite pour tuer ce buveur. En phase de combat, les sanguinaires infligent 3 dégâts aux Etherwings. En retour, les Etherwings font 1 dégât sur les sanguinaires. En phase de déroute, j'ai un Etherwing qui fuit et à cause de son bataillon, ça me déclenche une deuxième fuite, un deuxième fuyard, donc mes Etherwings sont détruits en phase de déroute. Donc au niveau du score, on est à 8-7 et on passe à mon tour 3. Mon prince nomade lance son oiseau sur le buveur de sang pour lui mettre -1 au jet de touche. Je lance une protection de face sur les 20 sisters. Donc je commence à organiser mon petit bastion défensif sur mon flanc gauche. En phase de mouvement, je fais une course avec ma sorcière pour l'écarter un petit peu de mes sisters et écarter les menaces, faire en sorte qu'ils doivent faire des choix sur ces prochaines charges. Je fais la même chose avec mes 10 sisters et mon prince nomade. En phase de tir, j'utilise un point de coup avec le prince. Les 10 sisters tirent sur les sanguinaires, infligent 8 dégâts. Les 20 sisters finissent l'unité de sanguinaire. Et j'avais un petit peu splitté mes attaques, je fais 4 dégâts sur le buveur de sang, donc c'est une très belle phase de tir, je suis très content. Mon tour s'achève ici, on est à 10-7. Je gagne le jet d'initiative et je décide de lui laisser le tour 4 et d'en profiter pour détruire un objectif. Je vais détruire l'objectif qui se trouve sous ses sanguinaires. Donc il me reste désormais plus que 3 objectifs sur table. Sur son tour 4, en phase de héros, il donne une nouvelle fois +1 touche et sauvegarde à son buveur. En phase de héros, il va rapprocher ses prêtres de mon flanc gauche. Il approche ses sanguinaires du centre. Le buveur de sang avance vers mon prince nomade. Et en fin de phase de mouvement, il invoque 20 sanguinaires. Donc là, je serre les fesses vraiment très très fort pour qu'il rate sa charge avec les sanguinaires. Il en a que 3 sur l'objectif, donc s'il rate sa charge, je conserve l'objectif. Et mes troupes au passage. En phase de charge, il charge avec son buveur de sang sur mon prince nomade. J'ai un tir de contre-charge avec mes 20 sisters qui lui inflige 7 dégâts. Et il rate sa charge avec ses sanguinaires. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle pour moi. Donc je vais conserver mes objectifs
et normalement gagner la partie là-dessus. En phase de combat, son buveur de sang inflige 4 blessures mortelles en zone et 4 blessures. Il le réactive pour un point de co, il inflige 5 dégâts supplémentaires. Donc il fait quand même un beau trou dans mes sisters, mais ça sera pas suffisant. En retour, j'active mes sisters qui n'infligent aucun dégât sur le sanguinaire. Donc en phase de déroute, j'utilise un point de co pour immune braverie mes sisters. Voilà. Donc il marque un point de victoire avec, sur ce tour-ci, il est à 18. Et on décide d'arrêter la partie ici, puisque il va me suffire à mon tour 4 de désengager mes unités de sister pour marquer tranquillement 2 points de victoire, arriver à 12-8. 4 points d'écart à la fin du round 4. Et il n'y a plus que 3 objectifs sur table, donc quel que soit le résultat du jet d'initiative de la 5e ronde, il ne pourra pas revenir au score. Donc ça fait une victoire majeure pour moi. Je suis bien content de cette victoire majeure, parce que quand je perds à l'Ariel tour 1, ou même encore avant ça, quand je ne one-shot pas son buveur de sang tour 1 avec Alariel, je vois bien que ça va être compliqué et que je vais être dans l'obligation de partir sur une stratégie vraiment de rétention de points de victoire. Et j'ai vraiment réussi à bloquer l'avancée de mon adversaire et l'obliger à rester dans l'axe ou dans son camp pendant 2 tours, ce qui m'a permis de scorer. Et ensuite, à la destruction d'objectifs, petit à petit, je l'empêche de revenir. Donc voilà, bonne game pour moi, malgré une nouvelle fois un tour 1 qui ne se passe pas comme prévu. Donc voilà, bien content de cette victoire. Et pour cette V2, je ne sais pas si ce sera le cas encore en V3, mais cette V2 permet de gagner une partie à la prise d'objectif en se faisant table rasée, ce qui se serait clairement passé. D'ailleurs, on a un petit peu théorie crafté la fin de la partie, en se faisant table rasée. Donc c'est toujours une situation qui est plutôt cool à vivre, alors, quand on gagne bien sûr. Je ne sais pas si cette V3 permettra encore ça avec le nouveau système de scoring de points. Mais voilà, je sors de cette partie plutôt content, malgré un plan de jeu initial qui ne se déroule pas forcément comme prévu. Troisième et dernière partie du tournoi, je rencontre la liste Séraphon de Savinien. On joue sur conquête totale dans le royaume de Gur. Alors d'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour 2-3 petites choses concernant cette vidéo. D'abord, on a un magnifique placement de produit avec cette bouteille cristalline en premier plan, qui restera en premier plan pour toute la durée de la bataille. Donc désolé, je pense que les actions cristallines vont grimper en flèche dans les jours à venir. Mais voilà, je n'ai pas du tout eu la présence d'esprit de vérifier ça et de la retirer. Et évidemment, deuxième point, la majeure partie de la bataille va se jouer sur la droite de l'écran. Et je vais passer devant la caméra à de nombreuses reprises, donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus difficile à suivre que les autres, donc je tenais d'ores et déjà à m'excuser par rapport à ça. Alors, tout d'abord le royaume de Gur. Alors le royaume de Gur, tous les décors ont l'effet fatal. Donc dès qu'on finit un mouvement normal ou un mouvement de charge, pas d'un décor, on peut prendre des blessures mortelles, ça n'arrivera pas de l'ensemble de la bataille. Le sortilège n'aura pas été lancé, il donne plus de course et charge, mais il n'aura pas été utilisé. Et l'aptitude de commandement aurait pu m'être utile, ça permet à un monstre de frapper à son plein potentiel même s'il est blessé. Mais bon, vous allez voir que le déroulement de la bataille m'empêchera d'utiliser cette aptitude de co.
Du coup, le royaume de Gur n'aura eu concrètement aucun impact sur la bataille en elle-même. Au niveau du scénario, on est sur conquête totale. C'est un scénario avec un déploiement en quart de table, à 18 pas de l'ennemi. On a 4 objectifs, un dans chaque quart de table. Ce sont les règles de contrôle d'objectifs classiques. Et on y ajoute le fait que si on a un leader dans les 6 pas de l'objectif, au moment où on score, on rajoute un point, pour un maximum de 1 point par objectif. Ça sert à rien de cumuler les leaders sur plusieurs leaders sur le même objectif. Et également le fait que si jamais on reprend un objectif à un adversaire, on marquera un point supplémentaire. Donc on va scorer entre 1 et 3 points par objectif en fonction des situations. C'est un scénario qui est plutôt à mon avantage par rapport aux zones de déploiement, puisque je vais pouvoir faire venir mes embuscades assez tranquillement, sans être repoussé par un déploiement adverse intelligent. Donc je suis plutôt content de jouer ce scénario. Au niveau de mon plan de jeu, je sais que j'ai moins de pauses que l'adversaire pour une fois, et j'identifie quand même quelques menaces, notamment son unité de chevalier Saurus qui sature très très fort, avec la possibilité d'être boosté par des prêtres. Les skings sont un petit peu embêtants, je pense que... Enfin, j'ai vraiment pour objectif de les nettoyer assez rapidement pour lui éviter des phases de tir intéressantes. L'idée, ça va être réellement de bloquer une nouvelle fois l'armée adverse dans son camp. Gagner du temps par rapport à ça et ensuite dérouler sur les tours 3, 4 et 5. Au niveau de la liste de mon adversaire, donc il est en Séraphon, la sous-allégeance Coatle's Claw. Donc c'est pas du tout la liste Séraphon top méta que tout le monde redoute avec Croak, Full Skink. Entre nous, j'aurais peut-être préféré jouer contre un Croak Full Skink, puisque je sais comment la gérer, avec ma liste du moins. Là, il a une allégeance qui réduit tous les dégâts de 1. Ça veut dire que mes gros, à l'Ariel, le Trilord ou les Curnotes que je peux invoquer, ont un impact offensif amoindri. Et ça, combiné au fait qu'il joue quand même beaucoup de figurines, hein, vous allez voir, il y a plusieurs packs de Saurus, les chevaliers, des skinks, ça amoindrit ma capacité offensive de manière assez importante. C'est un petit peu le doute que j'ai en début de partie, et bon, on va voir comment ça se passe. Il joue un Scar vétéran sur Carnosaur, c'est le général de son armée. Il joue un Oracle sur Troglodon, avec le sort... J'ai un doute, enfin, il jette le sort d'Eslan, la comète, la même que Croak. Ce qui est très embêtant pour mon armée, puisque je suis sur un type de MSU, donc ça décuple l'effet de ce sortilège. Il joue un Old Blood à pied, 2 Star Priest, 1 fois 20 Warriors, Saurus, pardon, 2 fois 10 Saurus Warriors, 10 Chevaliers Saurus sur sang-froid, 1 fois 30 Skink et 1 fois 20 Skink. Un Bastiladon avec le Solar Engine, et il a un bataillon, le Sunclaw Temple Host. Alors je vous avoue que je ne sais plus ce que ce bataillon fait. Il est en 2000 points tout rond, et donc a une pause de plus que moi. Au niveau des déploiements, alors de mon côté, je déploie complètement sur ma gauche 3 Aetherwing dans le but d'aller chercher l'objectif qui est sur la gauche. Je vais à nouveau partir sur une stratégie de flanc refusé avec seulement 3 Aetherwing sur ma gauche pour l'obliger à monopoliser des ressources pour aller chercher l'objectif contre seulement 40 points d'armée. J'ai la pyramide, alors j'ai choisi le côté, hein, donc j'ai choisi le côté avec la pyramide, avec l'idée potentiellement de rentrer en garnison dedans avec mes gardes éternels, si besoin. Donc je pose à côté de la pyramide mes 10 gardes éternels. En fond de cours, là en bordure d'objectif, je mets mon Battle Mage de Ish, et sur la droite, à l'Ariel. J'ai également mes 10 tri-revenants sur l'objectif, évidemment ils seront téléportés assez rapidement. En réserve, j'ai mes Sisters et mon Prince Nomade. De son côté, de ma gauche à ma droite, donc tout au fond là-bas, il pose 20 Skink,
Ensuite, entre la forêt et son carnosaure, on les voit assez mal, 10 saurus, puis le carnosaure, puis 20 saurus, ensuite les 10 chevaliers en ligne, et à nouveau 10 saurus. Et sur son objectif, il a ses prêtres, son Old Blood aussi, et en fond de cours, à côté de la tour d'observation, il pose son troglodyte. Au niveau du triomphe, je tire la relance des jets de blessure. Et je choisis donc de prendre le tour 1. Voilà, comme je vous ai expliqué, l'idée c'était vraiment de le retenir dans son camp, de l'acculer, le temps de scorer, puisque je vais quand même avoir 3 objectifs sur 4 assez facilement. Et si mes revenants font le taf sur la gauche, il va être obligé de séparer ses forces pour gérer les miennes, et donc délaisser le scoring de points, ou bien rusher le scoring de points, et à ce moment-là délaisser mes forces. Donc ça faisait vraiment partie de mon plan. À savoir également que je voulais éviter qu'il se booste tour 1 avec ses prêtres, notamment sur les chevaliers saurus. Et l'idée c'était vraiment de sniper ses chevaliers saurus tour 1 et ses unités de skink pour frapper très très fort tour 1 et ensuite avoir à dérouler mon plan de jeu tranquillement sur le middle game et le endgame. Donc allons-y, je prends le tour 1. En phase de héros, je jette un trône de vigne, mais je ne fais que doublas évidemment, donc ça ne passe pas. À côté de ça, je passe une protection de face sur Alarielle, je jette la Hive, mais je fais 6 au lieu de 7, et je jette une peau de chaîne de fer, et je fais 5 au lieu de 6. Je sonne dans le corps du Wardrod pour donner plus une attaque à tous mes héros, et c'est la fin de la phase de héros, qui a été particulièrement décevante. En phase de mouvement, je mets mes Aetherwings donc sur l'objectif qui est à ma gauche. Je téléporte mes Tri-Revenants tout au fond, là-bas, face à ces 20 skinks, pour essayer de les sniper tour 1. Alarielle avance et n'est pas affecté par le décor fatal. J'invoque un Trilord sur la gauche d'Alarielle et je fais venir mes Sisters et mon prince complètement sur la droite. Je mets le prince en bordure d'objectif pour qu'il puisse le contrôler, même si Alarielle quitte l'objectif. En phase de tir, je dépense un point de commandement avec mon prince et j'active les 20 Sisters sur les skinks. Je fais 32 blessures, dont 5 blessures mortelles, et je snipe littéralement son pack de 30 skinks avec mes 20 Sisters, donc ça c'est une grande satisfaction pour moi, mission accomplie pour les Sisters. Ensuite je vais activer mon unité de 10 Sisters, et là je décide de tirer sur le Bastiladon qui était juste derrière, je ne l'ai pas précisé au moment où je présentais les déploiements. Le but étant de le faire baisser d'un cran et lui retirer sa sauvegarde à 2+ invulnérable. J'arrive à lui infliger 2 blessures, dont une blessure mortelle. Donc une nouvelle fois, c'est mission accomplie. Donc si le Bastiladon, au tour 1 Sérafon, décide de charger à l'Ariel, au moins il sera affecté par le raid. Le Trilord inflige seulement une blessure sur les chevaliers, et Alarielle rate son attaque de tir sur les chevaliers, donc là par contre je commence un petit peu à déchanter. En phase de charge, Alarielle impacte les chevaliers, inflige 2 BM, et le Trilord réussit également sa charge à 3. Les Tri-Revenants par contre ratent leur charge à 9 relançables. C'était un petit peu osé par rapport au fait que la Hive n'a pas été lancée. Ça m'embête fortement, mais ma foi, c'est ainsi. En phase de combat, le Trilord fait trembler le sol sur les Saurus, ils frapperont en fin de phase de combat. L'Ariel s'active face aux chevaliers, je claque mon triomphe, mais malheureusement je n'inflige que 4 dégâts sur les chevaliers. Et une nouvelle fois, Alarielle ne fait pas le taf tour 1, et c'est bien décevant. Ça met en vrac tout mon plan de jeu, clairement. Les chevaliers s'activent, infligent une blessure sur Alarielle et 4 sur le Trilord. Le Trilord s'active, il fait seulement 1 dégât sur les chevaliers, donc là ça m'enfonce complètement.
et les Saurus s'activent sur le Trilord, lui infligeant... je sais plus s'il lui inflige des dégâts. En phase de déroute, les chevaliers tiennent et je score 5 points à mon T1, on est à 5-0. Tour 1 des Séraphons. Il génère ses points de commandement. Ensuite, les Star Priest ratent un sort sur Alarielle et ils arrivent néanmoins à booster les chevaliers avec le bâton du serpent. Le Troglodyon lance la comète sur un 10+, il affecte 4 unités, il met 2 sur Alarielle, 2 sur les Wings, 2 sur les Revenants, 3 sur les Archers. Une belle phase de héros de son côté. En phase de mouvement, il avance son Bastiladon, il décale ses prêtres légèrement, les Skinks qui sont complètement au fond avancent dans la forêt pour venir agresser mes Tri-Revenants. Et il met également son unité de 10 Saurus là, qui est complètement sur la droite derrière la bouteille d'eau sur son objectif pour éviter de se faire voler sur un louche. En phase de tir, son Troglodyon va cibler Alarielle et lui infliger une blessure. Le Bastiladon va tirer sur les Sisters, le pack de 20 Sisters, infliger 8 dégâts, donc ça fait très très mal. Le Priest va cibler le Trilord mais n'inflige pas de dégâts. Le second inflige 1 dégât au Trilord. Et les Skinks vont tirer sur les Tri-Revenants et infliger 2 dégâts. En phase de combat, mon Trilord va rater son aptitude sur les Saurus qui du coup ne frapperont pas en dernier sur les chevaliers. Il active ses chevaliers, il va infliger 8 dégâts à mon Trilord et 5 dégâts sur Alarielle. Alors il les a boostés avec des points de commandement pour faire exploser les 6. Et bon, ça fait extrêmement mal évidemment, c'est assez rude pour moi. Je vais activer ensuite Alarielle sur le Bastiladon, c'est une grave erreur de ma part qui va me coûter la game, puisque j'avais pas compris qu'elle était passée en dégressif avec des dégâts flat 2 au lieu de flat, je pensais 3 ou 4. Et il aurait mieux valu que j'active mes Tri-Revenants pour clean le pack de Skink. Voilà, clairement ça va me coûter la game. Donc j'active Alarielle et je n'inflige que 2 dégâts sur son Bastiladon. En retour, il active évidemment ses Skinks sur mes Tri-Revenants, il inflige 6 blessures. Il m'en reste plus que 3. Qui, quoi qu'il arrive, sauteront à la déroute. Voilà, donc c'est vraiment une grossière erreur de ma part. Autant j'ai pas eu de chance sur mes activations en tour 1, autant cette erreur me coûte la game. Puisque mes forces sont désormais complètement déséquilibrées, j'ai plus rien pour menacer son flanc droit, donc à ma gauche. Et Alarielle était perdu, donc j'aurais pas dû l'activer, enfin ça ne servait strictement à rien. Par la suite, il active. Donc j'active les Sisters sur les Saurus, j'inflige 2 dégâts. Ah oui, à noter que sur sa phase de charge, oui, les Saurus avaient chargé mes Sisters, j'avais mis 5 blessures en contre-charge, il en restait plus que 5. Il active donc ensuite ses Saurus sur les Sisters, il met 2 dégâts. Mon deuxième pack de Sisters s'active sur les Saurus, mais 0 dégâts. Son Old Blood sur Alarielle met 2 dégâts. Mon Nomade s'active dans le vent pour conserver l'objectif. Et le Bastiladon sur Alarielle, heureusement, ne met aucun dégât. Ce qui fait qu'Alarielle survit au tour, c'est assez inespéré. En phase de déroute, mes Revenants s'enfuient, ses Saurus tiennent le coup, ses Chevaliers aussi. Et sur mes Sisters, j'ai 6 fuites, donc je n'ai plus que 2 Sisters dans mon pack de 20. On passe donc on est donc à 5-1 au score. Au niveau de l'initiative, je garde l'initiative et je récupère donc le T2.
Je commence par soigner à l'Ariel d'un dégât par rapport à mon aptitude d'allégeance. Et ensuite, elle se soigne de 2d6 dégâts. Et là, c'est le drame, puisque je ne fais que 3 sur 2d6. Donc, j'étais vraiment content de récupérer le T2, mais bon, Alarielle ne se soigne pas, donc c'est catastrophique. Mon nomade met -1 à la touche sur le Hot Blood. Je réussis à lancer un trône de vigne. Ensuite, je fais une métamorphosis à 10 dans le but de tuer son Bastiladon, mais il me le dissipe à 11. Ensuite, je fais une poussée de vie avec le nomade qui passe. Je soigne un des 6 points de vie sur Alarielle, mais je n'en soigne qu'un seul, catastrophe. Ensuite, je fais une repousse avec Alarielle dans le même but, mais c'est dissipé par mon adversaire malgré un jet de lancement de 8. J'arrive néanmoins à lancer une protection de phase sur les lanciers. En phase de mouvement, je fais reculer mes Aetherwing pour les préserver, je mets mes lanciers en garnison. Je me dis qu'entre la garnison et le sort, mon adversaire va avoir un -2 au jet de touche, donc si son Carnosaure le charge, je vais peut-être avoir une chance de survie. Je recule un petit peu le mage, je désengage Alarielle pour pouvoir tirer sur les 3 Saurus survivants et désengager du coup mes sisters. En phase de tir, Alarielle tire sur les Saurus et tue les 3 Saurus. Mes 7 sisters tirent sur le Bastiladon, font 2 blessures, il reste 1 point de vie sur le Bastiladon, et mes 2 sisters restantes tirent sur le Bastiladon, et j'inflige une blessure mortelle, j'arrive à tuer le Bastiladon, donc vraiment impeccable. En phase de charge, Alarielle fait un double as, catastrophe une nouvelle fois, donc je n'arrive pas à réengager le Old Blood pour le tuer. Je réussis néanmoins une charge avec mon nomade sur le Old Blood. En phase de combat, le Prince Nomade va faire son mouvement d'engagement sur le décor pour aller charger son bonus au jet de sauvegarde à partir du tour suivant. Il inflige 3 dégâts au Hérosaurus. Le Old Blood en retour lui inflige 2 dégâts. Du coup, je score à nouveau 5 points. On est à 10-2 à la fin de mon T2. T2 Séraphon, en phase de héros, il lance une nouvelle comète à 7. Je rate mon dispel, il inflige 3 blessures mortelles sur les sisters et donc finit l'unité, 3 blessures mortelles sur Alarielle et une blessure mortelle sur les Aetherwing. Il booste ses chevaliers avec ses prêtres, il lance une main de gloire sur ses chevaliers que je n'arrive pas à dissiper. En phase de mouvement, les chevaliers contournent le nomade en direction d'Alarielle, le Carnosaure avance en direction de la pyramide, les Saurus vers l'objectif, et les Skinks également se rapprochent de l'objectif. Son Troglodyon se recentre et ses prêtres également vont chercher le centre de table. En phase de tir, le Troglodyon tire sur les sisters mais ne fait aucun dégât. Pardon. En phase de charge, ses chevaliers réussissent à charger Alarielle et son Carnosaure charge la garnison. En phase de combat, j'utilise un point de commandement pour relancer le jet de sauvegarde de 1 sur Alarielle. Donc je l'avais vraiment conservé en prévision de la saturation de ses chevaliers, mais vous verrez que ça ne suffira pas. Il booste totalement son Carnosaure avec plein de points de co. Et Alarielle... Non, pardon, il active d'abord justement son Carnosaure, mais il ne fera aucun dégât sur mes 10 lanciers en garnison. Donc ça fait vraiment plaisir qu'un plan de jeu fonctionne. Voilà, donc mes lanciers tiennent le coup. J'active l'Ariel sur ses chevaliers, je ne fais que 2 dégâts. Il active son Old Blood sur mon nomade, il fait 2 dégâts. Mon nomade sur ses chevaliers font 2 dégâts, donc j'essaye de les égrener, il n'en reste plus que 4. Il active ensuite son chevalier sur Alarielle, et il fait beaucoup de blessures mortelles, il me flingue Alarielle sur son activation, malgré ma relance des jets de sauvegarde 2. Ensuite, les lanciers sur le Carnosaure font 3 dégâts, fin de son tour, on est à 10-9 pour moi, et sur le jet d'initiative, je conserve l'initiative, et on passe à mon T3. Avec mon nomade, je lance l'oiseau sur le Old Blood pour lui mettre -1 jet de touche, je jette une poussée de vie, je rate le lancement de sort pour soigner mon nomade, mais j'arrive néanmoins à lancer une protection de face sur mes lanciers pour qu'ils aient toujours ce fameux -2 au jet de touche. En phase de mouvement, mes wings se déplacent sur mon objectif qui est sur mon territoire. Et en phase de tir, mes sisters tirent sur les chevaliers et infligent 3 dégâts. En phase de combat, je dépense un point de co sur mes lanciers pour relancer jet de sauvegarde de 1. Toujours dans cet objectif de tenir la pyramide. J'active mes lanciers, je fais 5 dégâts sur le Carnosaure, il lui reste uniquement 4 points de vie.
Le Old Blood s'active sur mon prince nomade, n'inflige aucun dégât, grâce à ma sauvegarde à 2+. J'active mes archers dans le vent pour ne pas avoir les déplacer et l'obliger à déplacer ses chevaliers en direction de mon nomade plutôt que sur mes archers. Donc c'est ce qu'il fait, il inflige 2 dégâts à mon nomade avec ses chevaliers. Mon nomade s'active sur les chevaliers, il ne fait qu'un seul dégât. Et le Carnosaure sur les lanciers inflige 2 dégâts, ce sont 2 blessures mortelles. Donc vraiment le fait de tenir la pyramide m'aura bien aidé. En phase de déroute il ne se passe rien, et à la fin du tour je mène 15-9. On passe au tour 3 des Séraphons. En phase de héros il génère ses points de commandement, il rejette une nouvelle comète que je ne dissipe pas, il fait 3 blessures mortelles sur le nomade et me le tue. Il booste également son unité de Saurus qui va charger la pyramide, et il booste également son Carnosaure. En phase de héros, avec un sortilège, je ne sais plus lequel, il fait une blessure mortelle sur les lanciers. En phase de mouvement, il avance de manière générale avec son armée. De toute façon, je ne peux plus le contourner, donc bon, je sais que je ne tiendrai pas la partie. Il avance avec l'ensemble de son armée, et notamment avec ses Saurus en direction de la pyramide. En phase de tir, ses Star Priest visent mes Aether Wings, il m'inflige 3 dégâts en tout. Le Troglodyon inflige 3 dégâts aux Sisters. En phase de charge, ses chevaliers impactent mes Sisters. En contre-charge, j'inflige 2 dégâts. Son Old Blood rentre également dans mes Sisters. Et son pack de Saurus dans la pyramide. En phase de combat, il va activer d'abord le Old Blood sur mes Sisters. Et il va infliger 3 dégâts, ce qui détruit l'unité. Ensuite, j'active mes lanciers sur son Carnosaure, j'inflige 4 dégâts et je le tue. Donc grosse satisfaction, et du coup gros regret une nouvelle fois concernant l'activation de mes la non-activation de mes traits revenants T1, parce que ça lui permet de centrer ses forces sur ma pyramide. S'il y avait eu que son Carnosaure, je l'aurais tenu. Donc gros regret une nouvelle fois. Ensuite, il va activer ses Saurus et me détruire mon unité de lancier à la blessure mortelle. En phase de déroute, oui, il me restait un lancier qui s'enfuit. À la fin du tour, il score, et on est à 15-16 pour lui. Au jet d'initiative, il récupère l'initiative, et donc il prend le double tour pour le round 4. Voilà, on décide de s'arrêter là, puisqu'il mène au score. Il me reste concrètement une sorcière, et je crois un Aetherwing. Je n'ai aucune possibilité de revenir dans la game. Et on décide de s'arrêter là, on theorycraft la fin de partie, tour 4 il passe à 25-15, tour 5 il passe à 33-15. Voilà, donc c'est une défaite pour moi. Ça a été une game intéressante malgré tout. Alors certes, mon tour 1, une nouvelle fois, est décevant sur l'activation de l'Ariel et du Trilord. J'ai vraiment pas été verni sur ce tournoi au niveau de mes entames de partie. Sur mes parties 1 et 2, je réussis à m'en sortir. Sur cette partie 3, je n'y arrive pas, puisque en réalité, cette malchance a été combinée à des erreurs de ma part, et notamment cette fameuse activation d'Alariel plutôt que des traits revenants. Ça, c'est vraiment ce qui m'enfonce sur la partie. Donc voilà, je vais pas râler sur mes jets de dés, clairement cette défaite elle est méritée. Ça me confirme également le fait que cette sous-allégeance, même si elle n'est pas top méta, je suis pas à l'aise avec. Je suis pas à l'aise avec, du moins je suis moins à l'aise avec cette sous-allégeance qu'avec la liste Croak, Fullskin. Voilà, donc à côté de ça, mon adversaire fait les bons choix. Quand c'est à lui de jouer, il se déplace au bon endroit, il cible les bonnes unités, donc cette victoire est totalement méritée pour lui. D'ailleurs, au passage, je tiens vraiment à souligner également que ça a été très agréable de jouer contre Savignon, qui est un joueur très carré, qui annonce bien ses actions avant de les effectuer, qui explique très bien les règles de son armée. Donc voilà, malgré cette défaite, ça a été une partie très agréable. Et voilà, bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Je
pense qu'il y avait la place, hein, clairement, pour passer. Si j'avais eu un T1 un petit peu plus chanceux, ou si j'avais pas fait mon erreur, ça m'aurait permis d'aller chercher un podium sur ce tournoi, mais du coup, il n'en est rien. Donc je finis le tournoi avec 2 victoires pour une défaite, et j'ai malheureusement un goal average au global qui est très faible, euh, ce qui fait que parmi l'ensemble des joueurs qui font 2 victoires pour une défaite, bah, je finis en queue de peloton, et ça me repousse sur une 8e place au général. Bon, c'est clairement un détail, puisque moi mon objectif c'était vraiment de tester ma liste, voir un petit peu ce que ça donnait. J'en ressors quand même plutôt content. Plutôt content, mais voilà, je débrieferai tout ça sur la conclusion de ma vidéo. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo qui aura pris finalement plus de temps que prévu, puisque j'ai décidé un petit peu au dernier moment d'essayer de filmer l'intégralité des parties pour les inclure. Alors à ce propos, je ne me rends pas compte, moi qui ai vécu ces parties, si ces rapports sont compréhensibles, si ça va trop vite ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours déjà par rapport à ça dans les commentaires. Puisque je pourrais peut-être en faire d'autres par la suite. Donc si jamais c'est trop compliqué à suivre ou quoi, donc n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse éventuellement ajuster 2-3 petites choses. Pour revenir à l'événement en lui-même, tout d'abord je voulais remercier et féliciter réellement les organisateurs de ce tournoi, donc le Cercle des Investigateurs. Apparemment c'était leur premier tournoi Age of Sigmar. Bon, je sais que c'est pas toujours évident de se lancer dans l'organisation de tournois, et ça prend énormément de ressources, d'énergie. Donc réellement, je tenais à les féliciter pour cette initiative et pour la réalisation de cet événement qui vraiment a été une vraie réussite sur plusieurs points. Le règlement était très bien écrit, très carré. La salle était géniale. Alors, même si en plus il y a eu des soucis au niveau de la première réservation de salle, ils ont dû en trouver une en urgence, et du coup ça s'est fait, donc bravo à eux. Le jour J, le planning a été tenu, ce qui est excellent, surtout pour des personnes qui viennent de loin, comme c'était le cas pour moi cette fois-ci. Le repas a été fourni, avec des éclairs au chocolat qui étaient plus que bons, excellent. Il y avait un accès buvette à volonté. Voilà, l'ambiance générale était top, les joueurs étaient contents. Voilà, donc c'était une vraie réussite et je tenais à le souligner. Félicitations à eux. J'espère de tout cœur qu'ils remettront le couvert assez rapidement. Ça sera avec une grande joie que je viendrai défendre ma 8e place sur une seconde édition de ce tournoi. Par rapport à mes parties, à mes attentes, je suis très satisfait de ma liste d'armées et des mécaniques qu'elle propose. J'ai un petit peu pataugé dans la mélasse sur mes entames de partie, et je pense que ça aurait pu mieux se passer. À côté de ça, j'ai aussi de la chance sur des initiatives, ça a été quand même assez équilibré. Mais voilà, ma liste d'armées, ses mécaniques, sa construction, son agressivité, je les trouve très 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 intéressantes. On va voir maintenant, comme nous tous, hein, on est dans l'attente des dernières révélations de la V3, donc ça va me permettre certainement de réajuster ou d'optimiser cette liste dans les jours à venir, et il est évident que j'essaierai de la rejouer le plus rapidement possible, peut-être dès le mois de juillet, pour retenter quelque chose avec cette construction en cité vivante qui me semble assez intéressante. Voilà, donc
un bilan très positif de ce week-end, tant humainement que ludiquement. Enfin voilà, c'était une super journée. Du coup, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Euh, Si jamais vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas. C'est avec une grande joie que je répondrai à vos commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt en V3. Et d'ici là, amusez-vous bien.